Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qu'on utilise absolument tous les jours, parfois sans même y réfléchir, le moteur de recherche. C'est un peu notre porte d'entrée sur le monde numérique, mais comment ça marche au fond? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre le défi, imaginez un peu le tableau. L'Internet, c'est comme une bibliothèque, mais une bibliothèque absolument gigantesque, mondiale, sans aucun catalogue. Et pour compliquer les choses, des milliards de nouveaux livres y sont ajoutés chaque jour, sans aucun ordre. Un vrai chaos, un océan de données. La question est simple, mais énorme. Comment on fait pour trouver l'aiguille dans cette botte de foin numérique? C'est exactement ça, le défi. Le web, c'est un véritable labyrinthe. Il est tellement vaste et il grandit à une vitesse folle qu'il serait juste impossible pour un être humain de tout explorer pour trouver une seule petite info. Heureusement, on a un guide pour nous aider à nous y retrouver. Et ce fameux guide, c'est bien sûr le moteur de recherche. C'est un peu comme un bibliothécaire numérique, mais en version surpuissante. On lui pose une question, n'importe laquelle, et lui, en moins d'une seconde, il scanne des milliards de pages pour nous ramener pile les documents les plus utiles. Bon, mais alors comment il fait ce super bibliothécaire? En gros, ça se passe en 3 grandes étapes. D'abord, il y a ce qu'on appelle le crawling, ou le parcours. Des petits robots, des crawlers, parcourent le web 24 heures sur 24 pour découvrir tout ce qui existe. Ensuite, deuxième étape, l'indexation. Pour chaque page trouvée, le moteur crée une sorte de fiche de lecture et la range dans un index gigantesque. Et enfin, l'étape la plus magique, le classement, le ranking. Quand on lance une recherche, des algorithmes hyper complexes analysent notre question et classent toutes ces pages par ordre de pertinence pour nous donner la meilleure réponse. Ok, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. Mettons un peu ce guide numérique à l'épreuve avec des exemples très concrets, des trucs qu'on fait tous les jours. Allez, premier cas de figure, très classique. C'est dimanche, on a une envie de crêpes, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone ou son ordi et on tape tout simplement « recette de crêpes facile ». Et regardez un peu ce qui se passe. C'est ça qui est fascinant. Le moteur ne nous donne pas juste une bête liste de liens. Non, il a compris ce qu'on voulait. Il va nous proposer des fiches recettes bien claires, des tutos en vidéo pour être sûr de ne pas se rater, et même des liens pour acheter les ingrédients si besoin. Bref, une réponse super complète. Ok, maintenant, changeons complètement de registre. On ne cherche plus à faire quelque chose, mais à voir quelque chose. Un grand classique pour se détendre, on va chercher « chaton mignon ». Et là, la page de résultats n'a plus rien à voir. Fini les longs textes. On a une grille, une véritable mosaïque d'images de chatons. Le moteur a parfaitement capté que notre intention était visuelle. Il nous sort des photos, des gifs animés, et il nous suggère même d'affiner, genre chaton mignon qui dort. Il anticipe nos besoins. Bon, on a vu comment fonctionne cet outil hyper puissant et comment on s'en sert. Mais attention, il y a un point super important. Il n'y a pas qu'un seul guide pour explorer le web. Il existe plusieurs options et avoir le choix, eh bien, c'est peut-être plus crucial qu'on ne l'imagine. Alors, explorons un peu ça. Petite question comme ça. Quand on pense à faire une recherche sur Internet, à quel mot on pense quasi automatiquement? Pour énormément de monde, le nom d'une marque est devenu un verbe. C'est dire à quel point l'association est ancrée dans notre quotidien. Et ce n'est pas juste une impression, loin de là. Regardez ce chiffre, plus de 90%. C'est la part de marché approximative de Google dans la recherche mondiale. C'est colossal. Ça veut dire que 9 recherches sur 10 dans le monde passent par leur serveur. Ça donne une idée de leur poids dans notre accès à l'information. Mais attention, qui dit domination ne dit pas monopole total. Il existe des alternatives. L'une des plus connues, c'est Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui, lui, a une vision un peu différente de la chose. Et c'est ça qui est intéressant, ce ne sont pas juste des copies. Ce sont 2 philosophies différentes. D'un côté, Google, c'est le minimalisme et la vitesse à l'état pur. Une page blanche, une barre de recherche, point. C'est direct, ça va à l'essentiel. De l'autre, Bing joue la carte de l'expérience visuelle. Chaque jour, une nouvelle image magnifique en fond, plus d'intégration. C'est une autre façon de découvrir le web. Et tout ça, ça nous ramène à une idée fondamentale, le pouvoir de choisir. Le fait d'avoir différentes options, ça permet à chacun de trouver l'outil qui lui convient le mieux. Que l'on soit du genre à vouloir de la rapidité avant tout ou qu'on préfère une interface plus inspirante, le choix existe. Alors pour conclure, la question reste entière. Ces moteurs de recherche ne sont pas de simples outils neutres, ce sont un peu les gardiens de notre accès à la connaissance. En organisant l'information pour nous, ils façonnent inévitablement notre perception du monde. La vraie question qui se pose pour demain, c'est donc quel guide allons-nous choisir pour naviguer dans ce monde numérique? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.